Il est 7h, le journal c'est avec Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour François, bonjour à tous. À la une ce matin, pourquoi Mélissa, Axel, William et Nathan se trouvaient-ils sur le viaduc de Gênes au moment de la catastrophe? Nous serons avec l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 dès le début de ce journal. Les autres titres, Sophie. Air France pourrait bientôt avoir un nouveau patron. Pour l'attirer, le groupe aurait mis la main à la poche. Pourquoi un policier a-t-il tiré la nuit dernière sur un automobiliste en plein cœur de Paris? Une enquête cherche à éclaircir les circonstances de la course-poursuite. Et puis, au Puy du Fou, ce pourrait être une nouvelle fable de La Fontaine. Les corbeaux donnent des leçons de propreté aux visiteurs du parc en ramassant les déchets qu'ils laissent derrière eux. Dans un quart d'heure, le premier invité d'Europe 1 va nous rappeler que la rentrée approche à grands pas. Combien coûtent les fournitures, les cahiers, protège-cahiers, stylos, effaceurs, trousses, compas? On verra aussi si l'allocation de rentrée scolaire est suffisante. Rendez-vous à 7h15 avec un responsable de la Confédération syndicale des familles, Johan Joussaume. Ils ont échappé au pire et ont du mal à réaliser ce qui leur est arrivé. 2 chauffeurs de camions, les 2e et 3e par ordre de distance avant le vide de 45 mètres à Gênes. Gwendoline de Bono est allée à leur rencontre pour Europe 1. Le semi-remorque d'Idriss Afifi est à l'arrêt sur le viaduc, juste derrière le camion vert, immobile à quelques centimètres du vide. Ce camion qui hypnotise la ville tant il est l'illustration de ce qui sépare la vie et la mort. Avant-hier, comme tous les jours, Idriss Afifi s'engage sur le pont pour aller livrer des containers au port. Il pleuvait des cordes. Un éclair a frappé une arche du pont. Elle a cédé. Ensuite, tout s'est effondré. Le camion vert, c'est le plus chanceux parce qu'il roulait et une voiture l'a doublé. Il a freiné un peu et la voiture qui le doublait a basculé dans le vide. Ensuite, il a reculé de 3-4 mètres. J'étais derrière lui et j'ai fait marche arrière et je me suis enfui. C'est comme être projeté dans un film. Idriss Afifi court alors vers le tunnel sous la montagne. Pas le temps d'avoir peur, dit-il. Dans sa course, il rencontre Nenad Vatovic, chauffeur du camion juste derrière lui. Quand je m'engage sur le pont, il fait sombre. L'ambiance était bizarre, comme une sorte de fin du monde avec un vent très fort. Et puis j'ai senti, disons, le pont se balancer sous mes roues. J'ai pensé à un tremblement de terre. À 30 secondes près, j'y étais. À 150 mètres près, j'y passais. En attendant de récupérer leurs affaires dans leur camion, les 2 hommes devenus amis sont hébergés dans un foyer sur les hauteurs de la ville. Les jardins donnent sur le pont Morandi, amputé. Gênes, Gwendoline de Bono, Europe 1. Les sauveteurs ont passé une 2e nuit à fouiller les décombres du viaduc à Gênes. Un dernier bilan fait état d'au moins 39 morts, parmi lesquels 4 Français. Jacques Terrance, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Gênes et on sait ce matin les raisons qui ont amené ces 4 jeunes à se trouver sur le pont Morandi au moment de la catastrophe. Oui Sophie, 4 jeunes gens de 20 à 22 ans, Axel, William, Mélissa et Nathan. Le Quai d'Orsay n'a pour l'instant pas confirmé leur identité par respect pour les familles, mais c'est la presse italienne qui a dévoilé leur nom dès hier. Tous voyageaient à bord de la même voiture. Ils se rendaient dans un festival techno en Sardaigne et comptaient embarquer à bord d'un ferry. Ils étaient partis de Montpellier pour passer une dizaine de jours en Italie. 3 amis, 2 étaient en couple depuis un peu plus d'1 an, Mélissa et Nathan. Et après le désistement d'une 4e personne, une jeune conductrice s'est rajoutée en toute dernière minute après un appel sur les réseaux sociaux il y a une dizaine de jours afin de trouver un second titulaire du permis de conduire pour se relier sur cette longue route depuis la France. Les 4 jeunes gens étaient habitués de ce genre de festival de musique. Ils préparaient avec impatience et depuis plusieurs semaines leur voyage en Italie. Ce devait être leur grosse fête de l'été qu'ils n'auront malheureusement pas pu atteindre. Leur voiture a été emportée par la chute du pont et parmi les décombres, les secouristes ont retrouvé assez rapidement leur corps. Ils ont été facilement identifiables grâce aux bijoux que portaient ces 4 jeunes gens, des piercings, des bracelets et de grosses boucles d'oreilles. Après l'annonce de leur décès, 3 des 4 pages Facebook de ces jeunes gens ont été transformées en pages à la mémoire de ces 4 Français. Des centaines d'internautes y laissent depuis hier des messages d'amour et de condoléances. Jacques Terrance, envoyé spécial à Gênes pour Europe 1 en France. La justice a ouvert hier une enquête pour homicide involontaire. Cette catastrophe va avoir d'importantes conséquences pour la ville de Gênes, pour son économie et la gestion de son trafic. Écoutez Philippe Ottadei, professeur d'économie à la Johns Hopkins Université de Bologne. Il était en charge de l'économie au Parti démocrate italien lorsque Matteo Renzi est arrivé au pouvoir.
Il faut vous imaginer qu'en ce moment, pour se déplacer de l'est à l'ouest de Gênes, il faut couper par l'intérieur de la ville. C'est 1 heure à 1 heure et demie de plus. Donc le dommage est gigantesque en termes de transport des biens et des personnes. En plus de cela, il faut bien se dire que ce pont, à cause de ses dimensions, il va falloir 1 an à 1 an et demi pour réussir à le reconstruire, et ce, dans le meilleur des cas. Donc tout cela aura des conséquences sur l'axe routier très important, en particulier vers la France. Alors il va y avoir une augmentation du trafic dans la région du Piémont et il y aura aussi, pour faire face, une augmentation du trafic maritime. Ça créera des retards et des problèmes, mais ça évitera le blocage de l'activité économique. Et puis il nous reste la route nationale, elle sera bouchée, ce sera compliqué parce qu'elle passe par le port de Gênes, d'où partent tous les ferries. Ce sera difficile à gérer, mais les difficultés créeront seulement des retards et peut-être pas une paralysie. Filippo Taddei, professeur d'économie à la Johns Hopkins University de Bologne, répondait à Virginie Riva. Le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence pour 1 an dans la ville de Ligurie. Il a promis également de révoquer la concession de l'exploitant du viaduc accusé de négligence. 7h06 sur Europe 1, la suite du journal de Sophie Tussaud. Air France pourrait bientôt avoir un nouveau patron. Un conseil d'administration devrait se tenir cet après-midi. Parmi les noms qui reviennent pour succéder à Jean-Marc Janaillac, celui de Benjamin Smith, l'actuel numéro 2 d'Air Canada, un spécialiste des négociations avec les différentes catégories de personnel. Et pour trouver la perle rare, Air France a dû casser sa tirelire, Emmanuel Dutheil. Alors pas de confirmation officielle chez Air France, mais effectivement la compagnie a dû, semble-t-il, revoir à la hausse le salaire proposé. Sur le papier, celui de Jean-Marc Janaillac était pourtant pas mal, 600 000 euros par an, plus sur l'année 2017, 510 000 euros de variables. Mais voilà, si on compare par rapport aux autres grands patrons de l'aérien, c'est peu. La plupart gagnent 2 à 3 fois plus quand ce n'est pas encore plus. Benjamin Smith, par exemple, le numéro 2 d'Air Canada, que beaucoup donnent comme le futur patron d'Air France, gagne déjà aujourd'hui comme numéro 2, plus que Jean-Marc Janaillac. On parle donc d'une multiplication par 3 du salaire du futur patron d'Air France, que comprend tout à fait Philippe Evin, le patron du SNPL, le premier syndicat de pilotes qui est pourtant en guerre avec la direction. De toute évidence, les grands dirigeants des compagnies aériennes européennes sont beaucoup mieux rémunérés que l'habitude était à Air France jusqu'à présent. Donc je ne vais pas être choqué par ça. En revanche, bien entendu, il faut l'appliquer à tout le monde au sein de l'entreprise si on veut pouvoir afficher un peu de justice. Autrement dit, les pilotes comptent bien en profiter pour obtenir une hausse des salaires pour tout le monde. Les syndicats réclament près de 6%. Ce sera vraiment le premier chantier du futur patron. Le dialogue social est à l'arrêt. Mais les pilotes l'ont déjà dit. Ils estiment que Benjamin Smith n'est pas l'homme de la situation. Pour eux, le processus de sélection n'a pas été impartial et exhaustif. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. C'est le passage obligé de toute rentrée scolaire, l'achat des fournitures. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui par la CAF entre 367 et 401 euros en fonction de l'âge des enfants. 3 millions de familles en bénéficient. Et on en parlera tout à l'heure à 7h15 avec notre invité de la Confédération syndicale des familles. Il est 7h08 sur Europe 1. Une enquête est ouverte à Paris pour éclaircir les circonstances dans lesquelles un automobiliste de 26 ans a été tué par un jeune policier mardi soir à Paris. Oui, Europe 1 vous le révélait hier matin. Le drame s'est produit à l'issue d'une course-poursuite dont les conditions restent à éclaircir. Le policier qui a ouvert le feu a été placé en garde à vue. Guillaume Biais. Ce sont les circonstances de la course-poursuite et du tir mortel qui intriguent la justice. Le jeune policier de 23 ans, affecté à la BST du 1er arrondissement, a été placé en garde à vue pour s'expliquer en détail sur les raisons qui l'ont incité à poursuivre cette voiture en montant à l'arrière du scooter d'un particulier. Une prise de risque pour lui et pour le scooteriste, lancé à très vive allure derrière le chauffard sur plus de 2 km dans le centre de Paris. S'expliquer aussi sur les conditions dans lesquelles ce gardien de la paix a mis pied à terre rue Condorcet et tiré sur l'automobiliste qui aurait entamé une marche arrière en direction du 2 roues. C'est à ce moment-là que le policier a ouvert le feu, blessant mortellement le conducteur, un homme de 26 ans déjà arrêté en février pour conduite sans permis et refus d'obtempérer. Question enfin sur l'attitude du jeune fonctionnaire, alors que, d'après nos informations, pendant la course-poursuite, la salle de commandement de la préfecture de police aurait donné l'ordre par radio d'abandonner cette prise en chasse, de laisser tomber, vu les conditions rocambolesques et très dangereuses. Pour quelle raison le policier n'a pas obéi ? C'est pour faire toute la lumière sur cette course-poursuite que le parquet de Paris a saisi la police judiciaire et l'IGPN. Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. C'est aussi inattendu qu'inédit. Au Puy du Fou, ce sont des corbeaux qui nettoient les allées du parc. Depuis 7 semaines, les oiseaux ramassent les mégots de cigarettes laissés par les visiteurs. Une opération aussi écologique que pédagogique. Pierre-Baptiste Vanzini.
Cette idée, Christophe Gabory l'a eue il y a quelques années quand il devait nettoyer les gradins après le spectacle de fauconnerie. Pour lui, ça a été naturel, les oiseaux pouvaient lui donner un coup de main. J'avais remarqué que ces corbeaux freux avaient tendance à rester au centre des champs puis à avoir toujours le bec dans la terre. Je m'étais dit, tiens, ils peuvent peut-être ramasser des mégots. J'ai réussi à en récupérer 2 et ça fonctionnait. Après des heures et des heures de dressage, les 6 corbeaux freux viennent sans hésiter apporter les déchets dans la boîte qu'il a aménagée, où une trappe apparaît comme par magie, avec à l'intérieur une friandise. Ils ont qu'une envie, c'est manger un petit morceau contre quelque chose, donc on va y aller tranquillement. Et ce spectacle, qui n'est pas vraiment au programme, fascine les visiteurs du parc. Moi, je trouve ça super. Au contraire, il faut que les gens soient sensibilisés. Il faut donner l'exemple. Et quoi de mieux que les animaux pour donner l'exemple aux hommes? Ils seront peut-être plus intelligents que les humains qui laissent tout traîner. Et pour toute l'équipe du parc, c'est pari gagné. L'oiseau a fait passer le message. Quand on voit les images des corbeaux freux qui ramènent un papier contre une croquette, eux, ils nous montrent le chemin. Ils nous disent, attendez, les humains, faites gaffe, la Terre, elle appartient à tout le monde. Nous, on en fait partie aussi. Respectez-la. Regardez ce qu'on est en train de vous montrer. Et pour que le maximum de personnes puissent voir les oiseaux donner le bon exemple, Christophe se poste à l'entrée du parc. Le Puy du Fou, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1. Un mot de football pour refermer ce journal. L'Atlético de Madrid, le club d'Antoine Griezmann, a remporté la Supercoupe d'Europe, sa 3e, après avoir battu le Real Madrid 4-2 à l'issue des prolongations. Première défaite pour l'entraîneur Julen Lopetegui, successeur de Zinedine Zidane. Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 8h.